Hommage spécial dans ce numéro de Club Média 7 au patriarche de la presse béninoise, le doyen Jérôme Carlos, qui a tiré sa révérence le lundi 15 janvier dernier. Club Média 7, c'est le carrefour des journalistes, éditorialistes, chroniqueurs et analystes politiques. Et je reçois ce dimanche soir Marcel Candide Rinvi, journaliste et analyste politique. Marcel Candide Rinvi, bonsoir et bienvenue au club. Merci à vous, bonsoir Lénaïque, et merci pour l'honneur et l'invitation, et bienvenue sur le plateau. Edouard Dodé, basé à Parakou, journaliste et analyste politique également, c'est votre deuxième passage sur Club Média 7. Comment vont les gens du Septentrion ? Bonsoir Lénaïque Guazao, bonsoir chers confrères. Les gens de Parakou, du Nord Bénin en général se portent très bien. Je pense bien que là-bas, c'est lamentant. Tout le monde est en pullover en ce moment. J'imagine bien. Et enfin, Marcel Zoumenou, qu'on ne présente plus. Marcel Zoumenou, un habitué de ce plateau. Vous nous avez manqué par ici, cher Marcel Zoumenou. Vous étiez à Paris, à Dakar. Que nous ramenez-vous de ce périple ? J'étais à Paris et à Dakar pour des raisons professionnelles. Tout récemment, à Dakar, c'était les assises de l'Union internationale de la presse francophone. Et c'était tenu sur le thème médias et pairs, sécurité. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pays en Afrique qui sont menacés, soit par le terrorisme, soit par des guerres. Et donc, on a essayé de réfléchir sur cette thématique-là, sur ces problématiques. À Paris, c'était également pour une raison purement professionnelle. J'étais allé à une formation et j'ai profité pour passer un peu du temps. Ok, je vais passer à la maison. Peut-être qu'il y a du chocolat dans votre valise. Absolument. On aura également à nous intéresser à l'actualité politique. Cette semaine, Joseph Diogbenou a rencontré Abdoulaye Biochane, les deux responsables des deux formations politiques de la mouvance. Que se sont-ils dit? On aura l'occasion de faire le décryptage. Et puis à l'international, le débat a trait à Karim Ouad qui a renoncé à sa nationalité française afin de pouvoir participer au scrutin présidentiel du 25 février prochain. Mais avant tout ceci, voici la revue de presse hebdomadaire de Marcela Rossi. Vodun Days, permettez qu'on en parle encore. De nouvelles précisions sont faites sur le signe Saaklan révélé par le TOFA 2024 et des rituels sont annoncés. C'est l'essentiel à retenir de la nouvelle interprétation du TOFA faite par les Bokonon à l'invitation du comité des rites. Rien ne change des propos du 10 janvier. Au contraire, la succession des interprétations données par les prêtres du Fa ont confirmé ce qui a été dit lors de la cérémonie solennelle. Ainsi, il demeure que les femmes sont les catalyseurs du bonheur du pays, rapporte La Nation. Globalement, le Bénin TOFA 2024 révèle que les femmes constituent les catalyseurs pour cette année, selon Bénin Intelligent. Catalyseurs dans la mesure où il faut les entretenir de façon générale pour que le bonheur, la prospérité puissent rejaillir abondamment sur notre pays. Les femmes doivent être entretenues en ce sens qu'il faut leur faire du bien. Le bonheur passera par elles selon Fraternité. Et quand on parle des femmes, on parle de nos épouses, nos mères, nos sœurs, nos filles de façon générale, précise Maounion Capo dans les colonnes des quotidiens. Ce dernier rassure les Béninois que les efforts consentis jusque-là seront récompensés et confie qu'une réorientation de la politique commerciale est nécessaire pour un plein succès, rapporte Fraternité. Le FA dit que c'est maintenant que les efforts qui étaient fournis dans tous les secteurs vont révéler leur succès, surtout dans le domaine commercial. Cependant, il y a des événements malheureux qui pourraient survenir dans le pays s'il n'y a pas de garde-fous, notamment en termes d'attitude, mais aussi en faisant les rituels conséquents, évoque le quotidien de service public. Le FA révèle que pour éviter un taux élevé de mortalité infantile, il faut renforcer le plateau technique au niveau des maternités, poursuit Fraternité. Le FA conseille à chaque Béninois et Béninoise de ne jamais se débarrasser de la patience au cours de cette année. La patience doit être de mise. Quel que soit ce qui se passe, chaque Béninois et Béninoise doit garder toute sa patience parce que la colère agit vite et ne réfléchit pas beaucoup, reprend Bénin Intelligent. Les prêtres ont révélé les vaudons auxquels les rituels doivent être faits pour conjurer les sorts et consolider le bonheur prédit. Ils sont 10 vaudons identifiés pour les rituels. Ainsi, les rituels au vaudou Legba seront faits à Cotonou, les Minonans ainsi que le vaudou Lissa recevront leurs offrandes à Materi dans le département de l'Atakora. La ville de Waké dans la Donga est révélée pour les rituels au vaudou Sapata alors que le vaudou Gou
sera honoré à Malanville dans le département de la Liborie. Sakété et Pobet dans le plateau auront le privilège d'abriter les rituels respectivement en l'honneur des vaudous locaux aidants. La commune de Lalo dans le Koufo a été choisie par le FA pour effectuer les sacrifices pour le vaudou Rebioso. À Commun dans le Mono, le vaudou Oro sera couvert de sacrifices et Porto Novo, la capitale du Bénin, a été identifiée pour le rituel des jumeaux, détail fraternité. Vaccin antipaludique, enfin la solution contre la maladie la plus connue des Béninois de tous âges. Oui, même quand il s'agit de toute autre chose, le diagnostic est vite posé par le patient lui-même avant l'avis du médecin. Fini ce temps bientôt, du moins selon le ministre de la Santé, qui pense que l'arrivée des premières doses de vaccins contre le paludisme au Bénin est une importante étape vers une vaccination plus large contre l'une des maladies les plus mortelles pour les enfants africains. Telle est la conviction exprimée par Benjamin Mpati à la réception des vaccins antipaludiques ce 15 janvier à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti. Il s'agit exactement de 215 900 premières doses selon le quotidien du service public. C'est maintenant le tour du Bénin de commencer l'expérience. Sinon, sur le continent africain, une bonne nouvelle vient déjà du Cap-Vert, affirme Matin Libre. En 3 ans, ce petit pays composé d'un archipel d'îles volcaniques qui crée la surprise en battant le Ghana 2-1 pour sa première sortie à la CAN 2023 a réussi à interrompre la chaîne de transmission domestique à l'échelle nationale et en a même reçu le certificat, rapporte Matin Libre. Que dit la presse de l'illustre disparu Jérôme Carlos? Que de bons mots à son sujet, des souvenirs et des témoignages de la grandeur de l'homme, très professionnel. Il a produit la plupart de ses articles pour des journaux de Côte d'Ivoire. Selon le Matinal qui relève ses grands travaux comme beaucoup d'autres médias, il a été rédacteur en chef d'Ivoire Dimanche de 1982 à 1990, puis de la presse entre 1990 et 1993 et de la Lettre d'Afrique en 1994 et expert consultant auprès de l'Institut culturel africain de Dakar, nous apprend Fraternité. Aussi a-t-il occupé les fonctions de directeur des musées, bibliothèques et archives nationales de Cotonou, directeur général du Centre africain de la pensée positive et directeur gérant de la radio privée commerciale Cap FM à Cotonou. Jérôme Carlos a également collaboré à plusieurs ouvrages collectifs. Il a aussi signé le test de la dictée d'Afrique en 2006. Nous prions pour le repos de l'âme du doyen. Réchauffement des liens UPR et BR que cachent ces chants de sirènes. Grosse interrogation à la une de Fraternité cette semaine. Une manière pour les uns et les autres de mettre leurs militants dans une dynamique unitaire et unifiée qui leur assure un bon quadrillage du terrain politique au sens de Info Matin. Info Matin qui observait plutôt une journée chargée pour les états-majors des deux partis siamois soutenant l'action du chef de l'État Patrice Talon. Ces deux blocs politiques ont une cohabitation enrhumée par une guerre de leadership avec des idéologies politiques divergentes. Fraternité en veut pour preuve cette rivalité entre l'UPR et le BR qui s'est souvent affichée lors des joutes électorales. Au cours de la séance du mardi, Abdoulaye Biotchane et Joseph Diogbenou ont souhaité aplanir les divergences et instaurer un climat de convivialité et de vivre ensemble en vue d'affronter les défis futurs selon Fraternité. Même si cela n'a pas transparu dans le compte rendu officiel, cette rencontre ne pourrait être détachée des enjeux électoraux futurs selon le Matinal. À environ 2 ans des prochaines échéances, les deux partis proches du pouvoir ne peuvent éluder la question, même si au cours d'un récent entretien, le chef de l'État a semblé indiquer que cette question ne saurait être la priorité de l'heure. La rencontre de ce mardi a été l'occasion quand même pour les deux présidents de convenir des consignes à donner aux militants à la base quant aux attitudes à observer afin de demeurer dans l'harmonie et surtout de maintenir le cap dans le militantisme politique pour des défis plus grands, nous apprend le Télégramme. Pour beaucoup d'analystes, l'harmonisation des positions entre les deux partis pourrait aboutir au choix d'un candidat unique en 2026. Comme en 2021, cette option aurait le mérite d'accroître les chances de victoire du jockey de la mouvance présidentielle à ce scrutin majeur, conclut le Matinal. Ce qui est sûr, les lignes bougent et il serait naïf de croire que les divers mouvements politiques qui s'observent ces dernières semaines ne présagent de rien. De toutes les façons, les élections générales pointent à l'horizon et dans un cas comme dans l'autre, qui veut voyager loin ménage sa monture, conclut Fraternité. Merci à vous, cher Marcel Arrossi. Vous venez donc de planter le décor, le débat sur l'actualité nationale. C'est dans la rubrique 7 jours au Bénin.
Marcel Zoumenou, une immense perte dans l'univers médiatique béninois. Jérôme Carlos n'est plus, journaliste, écrivain, chroniqueur. L'homme a fait ses preuves ici au Bénin, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. La particularité et la singularité de sa plume le distinguent. Il est incontestablement le patriarche de la presse béninoise. Oh non, je vais nuancer, je dirais l'un des patriarches. Nous en avons d'autres qui sont malheureusement loin de nous dans d'autres univers. Mais ces 20 dernières années, Jérôme Carlos était un baobab dont les feuilles, les branches couvraient beaucoup de professionnels. C'était un guide, c'était un exemple, un modèle de professionnalisme. Et je vais dire que, en plus d'être un très bon professionnel, c'est un journaliste engagé. Quand je dis journaliste engagé, c'est des journalistes qui, avec le recul, osent dire des choses qui peuvent fâcher, osent parler pour corriger les maux de nos sociétés. À travers ces nombreuses chroniques qu'il rédigeait avec tout son maestria qu'on lui connaît, et qu'il, à un moment donné, et lui-même les présentait sur LCD, si je me rappelle. Et il avait réussi quand même à enseigner beaucoup de choses. Il avait réussi quand même à donner beaucoup de leçons et, à la jeunesse, à la classe politique, à tout le pays de façon générale. Et donc pour moi, et comme tous les confrères, je pense que c'est une énorme perte pour notre corporation et pour tous les pays. Il y a des talents, il y a des images, des icônes qui transcendent réellement le cadre professionnel. Je crois qu'il faut voir Jérôme Carlos au-delà même du journaliste. C'est un citoyen béninois qui a été vraiment utile pour le pays. Marcel Candide Rainvy, humble, très ouvert, et très affable. L'homme a toujours été aux côtés de la jeune génération, aux côtés des jeunes. C'est un parrain, c'est un mentor, c'est un guide, c'est un tuteur qui s'est éteint. Jérôme Carlos laisse un grand vide. Merci à vous, les naïcs. Vous savez, c'est avec une grande consternation et une grande tristesse que les Béninois ont appris le départ de cet homme et aussi des hommes des médias. Et qui connaît l'homme, qui quand même a le temps de le côtoyer, c'est un homme engagé dans la profession, un homme humble, vraiment engagé pour quand même dire ce que les jeunes n'arrivent pas à le dire de façon ouverte, et quand même donner vraiment une manière à ce que nous voulons en tant qu'hommes des médias, en tant que journalistes, quand même montrer vraiment cette touche particulière qu'on apporte dans nos différentes écritures, dans nos analyses, dans nos différentes manières de s'engager dans la corporation. Et vraiment, l'homme, vraiment avec son parcours élogieux, homme des médias, écrivain, enseignant, au pays comme à l'international, qui connaît quand même l'homme, se dit, mais vraiment, c'est une grande perte, comme l'a dit Marcel, et vraiment, nous regrettons vraiment ce vide, et ce vide pourra vraiment donner vraiment une autre manière de réfléchir amplement pour comment immortaliser ces gens en le vivant, montrer vraiment le poids qu'ils ont apporté dans une patrie, pour montrer que le Bénin est un et indivisible. Edouard Dodé, que gardez-vous de Jérôme Carlos, de son parcours? Jérôme Carlos, pour moi, c'est une boussole dans la presse béninoise. C'est un modèle à copier. Je me rappelle la première fois que j'ai eu la chance de croiser l'homme dans les couloirs de la radio Cap FM, c'était en 2005. En ce temps, je m'essayais un peu à la chose, à la presse. J'ai été sidéré par la vie que l'homme dégage. La vie, lorsque vous l'abordez, il y a une chaleur qu'il dégage par sa courtoisie. Il ne se fait pas voir comme le directeur général ou le doyen. Il est tellement facile à aborder et jusqu'à présent, je suis impressionné par ce que l'homme fait. Et son côté comique, là où il y a Jérôme Carlos, pour le peu que je connais, il y a toujours un peu... l'ambiance est toujours détendue, il n'y a pas de crispation parce qu'il trouve toujours quelque chose à dire pour mettre tout le monde à l'aise. Et l'autre chose que je garde de lui surtout, c'est sa plume. D'ailleurs, comme tout journaliste, c'est une plume qui fait rêver. Lorsque vous êtes journaliste, que vous essayez d'écouter l'homme, de lire
ces chroniques, vous avez envie de devenir comme Jérôme Carlos jusqu'à aujourd'hui. J'avoue que c'est une plume que moi j'imite personnellement, surtout dans ses styles et dans ses tournures, mais je pense que je suis encore très loin d'être comme lui parce que je vois que il est immense en matière de réflexion et en matière de profondeur dans la réflexion. Donc je pense, et pour moi, Jérôme Carlos, c'est un modèle parfait, si je peux me le permettre de le dire. C'est un modèle parfait en matière de presse au Bénin et en Afrique. Marcel Zoumenou, Jérôme Carlos nous laisse en héritage Cap FM, il nous laisse des ouvrages, il nous laisse également ses écrits, ses chroniques, comme quoi l'homme est entré dans l'immortalité. Oui, malheureusement, mais je dois dire que c'est vrai que avec son âge, on pouvait dire que bon, il a quand même essayé. Il est septuagénaire révolu, il avoisine même les 80 ans, donc je crois qu'il dans notre corporation d'ailleurs, c'est rare de trouver des gens qui atteignent ce niveau. Je crois qu'il a fait cela. Mais l'œuvre, et c'est de ça que tu parlais justement, l'œuvre est immense. Et je crois que c'est à ce niveau vraiment que nous sommes vraiment orphelins et il va nous manquer. Moi, je donne un exemple, je dois être très modeste en disant que malgré que je suis en train de faire une vingtaine d'années dans la corporation, je l'ai rencontré que 2 fois. Pas que je ne l'estimais pas, mais les 2 fois, je l'ai rencontré. Une première fois, évidemment, il était allé faire une émission à Cap FM. Je crois que son rédacteur en chef, Wilfried, avait souhaité qu'on aille lui dire bonjour. Une seconde fois, j'avais besoin d'un conseil sur un sujet particulier et après avoir réfléchi, je me suis dit que c'est lui qui pouvait me choisir. Et je l'ai contacté, il s'était rendu très disponible. Et enfin, la 3e fois, c'était un contact juste téléphonique parce que quand il était secrétaire général de l'ODEM, une structure à l'international nous avait contactés pour avoir des informations sur quelques icônes de la presse. Et je l'avais proposé et j'avais envoyé ses contacts. Mais je l'avais appelé pour l'informer de ça. Et donc, il était disponible pour tout le monde, pour les gens de notre génération, pour les gens de la génération d'avant nous et pour des gens qui sont venus après. Et cette disponibilité est exceptionnelle parce qu'aujourd'hui, ce que nous constatons, nous voyons que quand il y a des confrères, quand ils atteignent un certain niveau, ils ne commencent pas à faire la grosse tête. C'est très disponible. C'est très difficile parfois de les aborder, d'être proche d'eux. Et donc lui, il était non seulement disponible, il était le conseiller de beaucoup de journalistes, surtout ceux qui ont fait la radio. Moi, je n'ai pas fait, moi je suis de la presse écrite. Et il était dans beaucoup de projets de consultants. Je crois que c'est un travail immense. Et il a passé une vie vraiment mouvementée. Et je rappelle, et je crois que tu l'avais dit, que c'est à cause de son engagement qu'il a été un exilé politique. Il faut le rappeler ici, il a été exilé politique sous la Révolution. Il est resté en Côte d'Ivoire et à Dakar. Parce que ici, c'est plus me déranger. Et c'est ce qui peut arriver à tout journaliste engagé. Quand à des moments donnés, vous arrivez à prendre des positions, ça peut vous vouloir ce que Jérôme Carlos a vécu à l'époque, mais Dieu merci, il est revenu dans son pays. Et ces 30 dernières années, il a marqué toutes les générations de journalistes qu'on a connus. Il n'y a personne qui peut dire, en tout cas, qui ait fait la corporation ces 30 dernières années, qui n'a pas dit que j'ai été un peu influencé par Jérôme Carlos, le travail professionnel fait par Jérôme Carlos. Alors, Edouard Dodé, Jérôme Carlos, c'est aussi l'apôtre de la pensée positive. En témoigne justement la définition du Cap FM, Centre africain de la pensée positive, un centre qu'il a créé, co-créé avec Feu Thomas Boya. Alors, qu'est-ce que vous retenez de ça? Oui, Cap, c'est un centre qui, particulièrement, moi, j'ai beaucoup apprécié la documentation que Cap met à la disposition des populations, puisque c'est plusieurs livres coécrits par Thomas Boya et Jérôme Carlos, des livres qui édifient, des livres qui touchent presque toutes les catégories de citoyens, quel que soit ce que vous faites dans la République, vous trouvez quelque chose dans les
document laissé par ces deux illustres personnalités. Je veux parler de Jérôme Carlos et son compagnon de tout le temps, Thomas Boya, feu Thomas Boya. Et je pense que c'est un héritage que nous devons préserver. Moi, dès l'annonce de cette nouvelle triste, le premier regret que j'ai eu, c'est un projet que j'avais à cœur, la publication d'un livre, d'un recueil, et j'avais toujours pensé, j'avais toujours voulu que ce soit Jérôme Carlos qui soit le préfacier de ce document-là. Je me suis dit que j'ai raté cette occasion. Donc, pour moi, CAP aujourd'hui, c'est un grenier de pensée positive pour la jeunesse. Et la pensée positive qui est un carburant essentiel. Essentiel pour le développement. Oui. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez les dérives qu'on observe dans la société, pour corriger ces dérives, nous ne pouvons que retourner à cette littérature laissée par Jérôme Carlos qui déjà anticipe même sur certaines réalités, sur certains problèmes que la société pourrait connaître dans le temps. Et je pense que l'homme, il a rempli convenablement son cahier de charge de vie et il n'a pas raté sa mission sur Terre. Marcel Candide Renvi, quelles sont les autres valeurs, à votre avis, qu'incarnait Jérôme Carlos et dont devrait pouvoir s'inspirer la jeune génération? Vous savez comme tout homme, à un moment donné, il faut quand même avoir le sens de l'humilité. Parce que l'homme incarnait vraiment l'humilité et il était vraiment accessible. Malgré son âge, il était quand même ouvert à tout le monde, femmes et enfants, tout âge, pour quand même montrer vraiment que nous sommes tous des êtres humains. À un moment donné, on a un temps à passer sur Terre et il ne sert à rien d'être vraiment focus, d'être vraiment, de faire la grosse tête, nous quand même être pas accessible aux autres, mais Jérôme Carlos l'a été de toute sa vie. À part cela, on peut noter vraiment à travers ces écritures, quand on parle de la pensée positive, vous savez, dans une société où vous n'avez pas vraiment la chance d'avoir tous les moyens qu'il faut, où vous êtes dans le désespoir, il faut quand même se baser sur cette pensée positive, avoir vraiment une espérance dans la vie pour dire oui, malgré que je suis dans le chômage, je suis dans n'importe quelle situation, je peux avoir vraiment la tête sur les épaules, être vraiment focus sur ma direction, mais l'homme quand même l'a incarné à travers ses écritures, à travers ce qu'il a fait accoucher pour que après son départ, on peut toutefois se mettre dans la glace, voir un peu comment... C'est peut-être aussi le secret de son vieillage, Marcel Zomenou. Oui, c'est certainement. Il a dit quelque part qu'il ne rate pas des moments de sport jusqu'à un certain âge. Voilà. Donc vous voyez, et même dans ses chroniques, dans ses livres, on voit de ces astuces-là qu'il partage avec tout le monde, avec tous les lecteurs. Qu'est-ce qu'il faut faire, même sur le plan diététique. J'ai lu assez de choses que l'homme a laissées. Je pense il a partagé tout ce qu'il y a comme secret pour être heureux dans la vie. Ça, et aussi le sens comique de l'homme aussi, parce que vous avez les blagues, les anecdotes, les petites anecdotes qu'il envoie entre collaborateurs, malgré que ces collaborateurs sont peut-être ses petits-fils, mais avec lui à la rédaction, vous avez une famille que vous formez. Donc il y a l'ambiance est bon enfant. Très bien, il n'y a pas de différence entre patron et collaborateur. Donc c'est ce que nous voulons tous, ce que nous souhaitons que nos amis, nos politiciens, tout homme, et puis de décanner dans la vie, parce que la vie ne sert à rien d'être vraiment sur la défensive, de prendre les choses autrement, de comprendre que c'est moi ou à part moi, il n'y a personne sur Terre, alors que le jour d'après, c'est un jour qui ne nous appartient pas. Donc Jérôme Carlos l'a compris de son vivant à travers ses écritures, à travers ses livres qu'il a quand même écrit et édité pour quand même nous les jeunes, quand même pour quand même aller à son école pour bâtir notre vie, notre environnement. Paix donc à l'âme de l'illustre disparu. Sur un autre registre, la semaine écoulée, Joseph Diogbenou, chef de la formation politique baptisée Union progressiste Le Renouveau, a rencontré un autre chef du parti politique de la mouvance aussi, Abdoulaye Biotchane. Vous avez suivi cette actualité avec beaucoup d'attention, beaucoup d'intérêt, Marcel Zomenou. À l'issue de la rencontre, on évoque la mise en place des mécanismes de mutualisation des efforts pour une plus grande efficacité des actions. A priori, ça ne devait pas surprendre. Les deux partis sont de la même famille politique, sont de la majorité présidentielle. C'est les deux partis qui constituent ce qu'on appelle aujourd'hui la majorité parlementaire. Et donc, a priori, c'est rien d'anormal.
Et surtout que... Le BR se qualifie comme une minorité parlementaire. Oui. Il y a le même nombre de sièges que les démocrates. Oui, mais il ne peut pas avoir deux minorités. Il y a une majorité, une minorité. La majorité est constituée des deux partis qui soutiennent le chef d'État et logiquement ça va être ça. Non, c'est pas selon ma définition. Bon, nous n'allons pas faire ce débat. Non. Faut pas embrouiller les gens. Les hommes politiques ont travaillé à embrouiller beaucoup les gens ces dernières années. Expliquons aux gens ce qui se passe. Dans une assemblée, il y a un groupe de partis qui forment la majorité et un groupe de députés qui forment la majorité, un groupe de députés qui forment la minorité. Ce n'est pas le nombre de partis qui est important. Ça peut être un parti, ça peut être deux, ça peut être trois. Il se fait que l'UP et le BR forment ce qu'on appelle la majorité présidente. Mais quand ils disent minorité, c'est quand il a les débats de siège, il veut aller prendre les sièges. Allez-y. Mon confrère a voulu m'emballer dans un autre débat qui n'était pas chaud là. Alors je reviens à ce qu'il disait en disant, donc c'est quelque chose de normal puisque aujourd'hui, il y a un parti qui les menace tous, c'est les démocrates, avec à sa tête l'ancien président Boni Yahi qui voltige partout, qui est présent sur tous les terrains et dont la cote de popularité ne cesse d'augmenter chaque fois et partout où il passe, on voit à peu près ce qu'il soulève comme foule. Et donc, ils ont intérêt à mutualiser leurs efforts, c'est une évidence. Surtout que dans 2 ans, nous irons à des élections générales et donc ces deux partis veulent se mettre. Ça, c'est la première lecture que j'en fais. La deuxième, c'est que j'apprends qu'entre eux, il y a des petites querelles, quelques querelles byzantines liées au fait que dans les conseils municipaux, le BR, le LUP, parfois, il y a des problèmes entre eux. Et donc, il faudrait qu'ils s'entendent pour régler ces petits problèmes. Et c'est tout à fait normal parce que aujourd'hui, dans la plupart des conseils municipaux, il y a, je crois, 3 partis, l'UP, le BR et la FCB, qui sont de l'opposition. Et donc, ces 2 partis ont envie de conforter ces majorités qu'ils ont dans les mairies. Ça, je pense que c'est une raison solide. Mais la troisième raison, peut-être que les communiqués, les déclarations officielles ne l'ont pas dit, c'est que nous savons tous qu'il y a un projet de bétonnement des parrainages pour 2026. Et il faudrait que les partis et les chefs de partis puissent se concerter sur cela pour voir les mécanismes pour cette nouveauté. Pour moi, les raisons de cette rencontre doivent tourner autour de ces sujets-là. Je note qu'il n'y a rien d'anormal, c'est 2 partis qui sont dans la même famille qui se voient. Pour moi, ça ne devait pas faire objet de grands questionnements. Edouard Dodé, en ligne de mire, les élections perlées générales de 2026 Je ne vois pas en premier plan les élections de 2026. Comme l'a dit Marcel, il y a des questions urgentes aujourd'hui qui obligent ces 2 personnalités à se voir, puisque on parle déjà de la refonte du système, pour emprunter les thèmes d'une personnalité. Et quand on parle de refonte de système, il faut réfléchir à ce qui sera le rôle des chefs de parti. Qu'est-ce qu'on peut changer, puisque c'est annoncé au niveau de la réforme du système partisan qu'il faut donner plus de pouvoir aux partis politiques sur les individus. Hier, c'était le contraire. Alors, si nous sommes dans ce élan, il faut forcément réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut penser à ce qui se dessine dans les cuisines, afin que les chefs de parti ne soient pas surpris ou ne soient pas obligés de faire recours à d'autres structures pour leur interpréter peut-être les tests qui seront issus de ce qui est envisagé. Donc je pense que pour moi, 2026, oui, c'est possible parce que ces deux personnes ne peuvent pas se rencontrer sans faire un clin d'œil à l'actualité ou à cette question des élections de 2026. Il faut penser, il faut parler de la candidature, puisqu'il ne serait pas normal, ce ne serait pas avantageux pour la mouvance d'aller à ces élections sans vraiment accorder les violons. Nous avons vu au cours des élections passées, surtout au cours des élections législatives et les élections communales dernières, des affrontements entre les militants des 2 partis sur le terrain. Il faut travailler à ce que cela ne se répète plus pour les élections. Parce que les choses
qui sont en défaveur. Dans certaines circonscriptions électorales, cela a joué contre les deux formations politiques, puisque elles aspiraient députés. Certains Béninois ont préféré tout simplement aller de l'autre côté pour éviter, parce qu'on ne se retrouvait pas entre les deux, puisqu'ils se réclament de la même famille politique, mais sur le terrain, c'est autre chose. Et moi, je souhaiterais même que cette harmonie qu'on note entre Djorgbenu et Abdoulaye Biot Tchané, que cette harmonie rejaillisse également sur la base, puisque sur la base, c'est tout autre chose. Marcel a rappelé tout à l'heure l'ambiance qui règne entre conseillers UPR et conseillers BR dans certaines municipalités ou dans certaines mairies. Ce n'est pas vraiment la joie. On n'a pas l'impression que ce sont des frères qui sont dans la même famille. Il y a des coups, il y a toutes sortes de coups. Il y a des débauchages que nous notons de part et d'autre. Donc il faudrait que cette harmonie impacte également la base. Mais nous sommes encore très loin de cette réalité-là. Donc pour moi, ce qui est d'abord visible, c'est les problèmes urgents. Aujourd'hui, puisque ce n'est pas la première rencontre et ce ne serait pas la dernière rencontre entre deux personnalités, on en a déjà eu il y a quelques mois où les deux personnalités se sont rencontrées pour échanger sur d'autres sujets. Et on en aura toujours. Bien sûr. Alors, Marcel Candide Renvi, la rencontre Djorgbenu, Biot Tchané, qu'en retenir? Vous savez, nous sommes en 2024 et 2026 n'est pas si loin, il faut avoir de le dire. Et puis, il faut noter qu'on avait quand même eu dans le passé quelques bruits entre les deux partis au niveau de la base. Et il est quand même de bon temps que les deux présidents se rencontrent quand même pour faire un peu l'état des lieux, afin de donner les consignes qu'il faut, et quand même pour ne pas qu'on assiste encore à ces moments de mécontentement, de discordance entre les partis à la base. Et puis, comme l'a dit Edouard, vous savez, il faut noter que qu'on le veuille ou non, les deux partis sont amenés à faire quand même violent. Et même s'ils ne veulent pas, quand même la consigne a été donnée depuis quelques mois. Et puis, les élections qui s'approchent à grands pas, il doit quand même s'harmoniser sur une bonne base pour ne pas quand même aller au-delà de ses aspirations. Et en face, il y a quand même le camp adverse. Et puis, vous savez, les chapelles politiques, à un moment donné, essaient de brandir un peu les mots qu'il faut dans les différentes circonscriptions électorales, quand même de donner les consignes qu'il faut. Il ne faut pas quand même rester muet par rapport à cette différentes sorties au niveau de camp adverse, au niveau des démocrates. Donc, il est de bon temps que, parfois, de faire un peu quelques rencontres périodiques, de se voir et de voir un peu comment ça se passe. Mais comme nous le souhaitons tous, nous voulons que cette compréhension, cette entente en griffe, si on peut le dire ainsi, nous ne savons pas vraiment ce qui est en derrière, ce qui se passe entre les deux personnalités, je vais nommer le président Biot Tchané et le président Djorgbenu, que nous changeons vraiment à ce niveau, au niveau de la base. Parce que au niveau de la base, au niveau des différentes circonscriptions électorales, c'est pas vraiment pas la joie. Il y a toujours des mécontentements, il y a des petits mots qui blessent, parce qu'alors que nous sommes de la même famille politique, nous soutenons le même pouvoir. Nous avons quand même opté pour quand même soutenir les actions du président de la République. Il est de bon temps que nous ayons vraiment une harmonie. Et quand le chef de l'État, à un moment donné, se dit, mais les gens, les amis qui sont avec moi, parfois, il n'y a pas la compétition entre eux. Il n'est pas bien que vous soyez vraiment de mon côté et puis vous voyez encore à se mettre dans les boutons de la roue. Donc, il est de on vous aura compris. Je reste avec vous, chers débatteurs, pour la troisième rubrique de l'émission Interactif. Et je reviens à vous, Edouard Adodé, au Sénégal, pour fêter la polémique autour de sa candidature à la présidentielle du 25 février prochain. Karim Wade a finalement renoncé à sa nationalité française et se conforme ainsi aux dispositions de la Constitution. L'information a été relayée par le journal officiel. Je pense bien que c'est une contrainte pour Karim Wade, n'a pas le choix, puisque la loi électorale au Sénégal ne permet pas que des candidats à l'élection présidentielle soient de double nationalité. Et normalement, on ne devait pas attendre cette polémique avant de poser l'acte de renoncer à cette nationalité, à l'une des nationalités qu'on porte quand on a le désir d'être candidat pour l'élection présidentielle de son pays. Et si c'est après des recours, après la polémique suscitée par l'un des candidats aussi, que Karim Wade se voit obligé de le faire, je pense bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Il n'est pas le seul. Cela doit venir naturellement
naturellement de sa part et de la part des autres candidats, puisque dans sa réaction, il a bien dit que lui n'est pas dans l'élan de dénoncer les autres également qui portent de double nationalité et qui sont candidats à cette élection, qui ont déposé leur candidature pour cette élection. Quand c'est comme ça, je me demande si les acteurs politiques africains sont souvent conscients ou sont toujours... je me pose des questions sur l'intérêt réel de leur combat politique, puisque lorsque vous vous mettez dans un combat politique, lorsque vous avez des envies politiques, vous devez prendre des dispositions pour que certaines petites choses ne viennent pas entacher votre crédibilité. Pour moi, personnellement, je ne suis pas gêné de voir quelqu'un qui a une double nationalité prétendre à la magistrature suprême de mon pays. La loi sénégalaise ne le permet pas. Oui. Marcel Zoumainou, le demi-côté blanc de Karim Wade pose toujours problème. On se souvient quand il aspirait à diriger l'hôtel de ville de Dakar, on lui reprochait le fait de ne pas pouvoir parler Wolof, par exemple. Bon, j'avoue que ce que j'ai noté des Sénégalais, ils sont très chauvins. C'est à la fois une qualité et un défaut. Ils sont très chauvins au point où ils n'arrivent même pas à savoir ce qui se passe dans les autres pays, même de l'Afrique de l'Ouest. J'en reviens il y a encore un peu moins d'une semaine. Et ça fait que tout ce que vous dites là est fondé dans la tête de la majorité des Sénégalais. Un Sénégalais normal, naturel, ne peut pas paraître métis, ne peut pas ne pas parler Wolof. Déjà que le Wolof est devenu la deuxième langue officielle et les Sénégalais ne parlent français que quand ils savent que vous n'êtes pas sénégalais, ils ne vous parlent français que sans ils savent que vous n'êtes... Si ils constatent qu'il est sénégalais, il peut être intellectuel, il peut être ministre, il parle toujours le Wolof. Dans les milieux officiels, c'est le Wolof. Et donc, c'est ça. Et donc, Karim Wade n'a pas pu échapper à cela. Mais sur la question des doubles nationalités, c'est une très bonne option. Je pense que le Sénégal n'est pas le seul. Il y a d'autres pays en Afrique qui l'ont adopté. Et je crois que c'est pour mesurer également la capacité d'attachement aux valeurs nationales que beaucoup de pays l'adoptent ainsi. Et moi, je fais partie de ceux qui défendent cela et qui pensent qu'il faut l'élargir à nos pays également. Et donc, pour moi, ça... Marcel Candice Révy, je vous vois afficher un large sourire. Non, mais vous savez, les politiciens, à un moment donné... Vous qui êtes très attaché aux droits humains. Oui, vous savez, à un moment donné, il faut quand même être engagé. Quand vous êtes un patriote, vous êtes fier de défendre votre pays partout où vous passez dans le monde, et les textes sont clairs, il faut quand même choisir une position. Donc il est bien normal qu'avoir les différentes dénonciations qu'il y a eu au niveau à l'encontre de Karim, il faut vraiment qu'il prenne une décision, et la décision a été prise. Et quand vous aspirez à une position d'un pouvoir suprême de la nation, et que les têtes disent qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas quand même porter deux nationalités pour y aller, vous prenez une décision. Et la décision a été prise. Et comme vous voyez, mon ami Edouard, quand Marcel disait qu'il faut élargir à d'autres pays de la sous-région, il n'est pas trop d'accord, j'imagine. Mais parfois, il faut quand même que... Parce que ça se passe ailleurs. Et quand on est patriote, on défend le pays, et partout où on passe, il faut que les textes disent quelque chose, il faut le respecter. Alors que quand on n'était pas dans cette position d'avoir les aspirations pour postuler à une position, peut-être cette double nationalité nous a servi qu'ailleurs. Vous voyez un peu, donc c'est un peu paradoxal. Je vois un peu nos politiciens qui prennent des décisions du jour au lendemain parce qu'ils voient que l'intérêt n'est plus trop en jeu. Donc c'est un peu ça. Il faut vraiment que ça soit un peu un débat un peu mitigé, et que chacun puisse prendre la part des choses dans ce débat, parce qu'il faut vraiment être vraiment focus. Vous avez des aspirations, et les textes disent, mais pour quand même aller à tel niveau, il faut que vous laissez certaines choses, vous êtes en mieux de laisser. Ouais, donc c'est un peu ça. Donc il faut quand même pas qu'on en dit trop, comme mon ami Edouard, qui n'était pas trop d'accord, qu'il faut aller au-delà d'autres pays de la sous-région. Edouard, 30 secondes pour finir. Nous sommes tenus par le temps. Vous voyez, cette affaire d'être attaché à sa patrie ou à ses valeurs, ce n'est pas le fait de porter plusieurs nationalités qui empêche en réalité l'attachement. Vous pouvez avoir une seule nationalité et dans la tête ne pas avoir l'amour de la patrie. Nous voyons des cas. Donc je pense bien qu'il faudrait, formellement ce n'est pas mal, hein, ça sonne bien de l'exiger, mais cela n'est pas une preuve de ce qu'il y a un attachement pour. Et vous et moi, à tout moment on peut avoir plusieurs nationalités. Marcel revient de la France aussi, de ses va-et-vient, quelque chose de bien sortait, on ne va pas refuser. Donc d'office,
ce fruit sera un fruit. Mais juridiquement, quand ça chauffe d'un côté, c'est que vous pouvez vous réfugier de l'autre côté. Oui, même si vous n'avez pas cette nationalité, c'est possible de se réfugier quelque part forcément. Donc, je pense qu'on devait travailler sur d'autres leviers pour provoquer l'attachement, l'amour de la patrie que d'exiger de ces formalités, pour moi, qui restent des formalités. Merci à vous. Nous allons donc maintenant aborder la dernière rubrique de l'émission, Potin de la toile. Marcel Candide Rainvy, vous suivez un peu la CAN du côté de la Côte d'Ivoire. On dirait que c'est la CAN des grandes surprises. Les équipes favorites ont de la peine à retrouver leur marque. On peut citer pêle-mêle le Ghana, la Tunisie, le Cameroun, le Nigeria, l'Égypte et même la Côte d'Ivoire, pays organisateur. Vous savez, depuis une certaine période, il n'est plus à dire que les matchs de football se jouent sur le papier ni dans les statistiques. Il faut aller sur les lettres de jeu. Il faut mesurer vraiment votre capacité de franchir l'adversaire. Et on a, depuis bientôt 2 semaines que la CAN a commencé, on a vu que des pays qui n'avaient pas vraiment donc gabarit et que nous on estimait n'étaient pas à la hauteur de leurs adversaires, ont montré vraiment qu'ils peuvent aller. Quand vous voyez un peu les Namibiens qui ont quand même battu les Ghanéens de score à 1, montre vraiment qu'à un moment donné, au niveau de la sous-région, dans les formation au niveau des formations pour les différentes compositions dans les clubs et autres, il faut maintenant mettre vraiment un accent sur la performance. Et quand le pays, quelle que soit sa position, ça peut être un pays qui n'a pas grande population, mais quand vous mettez vraiment un travail sur la performance et puis le professionnalisme des joueurs, et quand ils vont vraiment à l'international pour quand même jouer, ils montrent vraiment de quoi ils sont capables. Le Nigeria face à la Côte d'Ivoire, vous voyez comme ça a été. Ça montre vraiment qu'il n'est plus à dire que c'est un petit pays en griffe, il faut quand même le juger sur les papiers, alors que le jeu est là, c'est 40 minutes, il faut quand même jouer, il faut quand même montrer vraiment de quoi vous êtes capable, et puis vous n'êtes pas en mesure de défendre, on peut voir, donc moi je suis vraiment fier de voir qu'à un moment donné les Goliadors qui quand même étaient dans tous les draps, qui faisaient la pluie, le beau temps, pour quand même sortir de la CAN, et puis ce que l'on n'espérait pas, les petits pays en griffe, comment aller dans les carrés d'as de cette compétition internationale. Marcel Zoumenou, l'éléphant annoncé est arrivé avec un pied cassé. Non, c'est trop tôt pour le dire. Le pied n'est pas encore cassé. Mais ce que je dois dire pour compléter ce que mon ami Marcel disait, c'est qu'en réalité, on évalue les équipes nationales à l'aune du nombre de stars qui évoluent dans les championnats les plus huppés. Or, la plupart de ces pays n'arrivent pas forcément, ce n'est pas parce que vous aurez aligné 10 ou 11 joueurs qui évoluent dans des clubs de première division en France, en Allemagne et Italie, que vous avez une bonne équipe nationale. La plupart des équipes qui leur créent des problèmes, c'est des équipes qui ont un fond local, c'est-à-dire qui font avec des joueurs locaux, qui ont l'habitude de jouer ensemble, qui ont un fond de jeu. Et pour la plupart, même, ils viennent de 2 ou 3 clubs du pays. Quand vous prenez des équipes comme Namibie et d'autres pays, c'est comme ça. Et bien, le fond de jeu hier, et donc quand ils font face à des équipes où c'est seulement les individualités qui comptent, ils arrivent à les embêter. Voilà, ils arrivent à les embêter. Donc c'est cela le vrai problème. Nous devons travailler à avoir des équipes qui sont compétitives. Ce n'est pas parce que vous avez des stars que vous avez forcément une équipe nationale qui est compétitive. C'est ce que moi je voulais dire. Edouard Dodé. Oui, moi je voudrais parler beaucoup plus de l'organisation. Pour le moment, j'apprécie beaucoup, surtout la cérémonie d'ouverture de la CAN. Ça prouve que l'Afrique est capable de faire de très grandes choses. J'ai beaucoup aimé tout ce qui a été mis en jeu pour donner une beauté à cette fête-là, et tous ceux qui ont suivi de loin ou de près cette cérémonie ont apprécié. Je pense bien que ça doit rester comme une référence pour les autres CAN à venir, essayer de dépasser, pourquoi ne pas essayer de dépasser la norme ivoirienne aujourd'hui, c'est très important. Et en ce qui concerne les équipes qui sont en jeu, sincèrement, les équipes qu'on traitait en tant de petites équipes aujourd'hui ont remis en question l'ordre qui existait, et on voit des petites nations d'hier comme Cap-Vert, comme la Namibie, qui aujourd'hui titillent les grands, comme la Guinée, qui aujourd'hui, la Guinée
Guinée équatoriale, qui est désormais premier de sa poule. Je pense bien que c'est des choses premières de sa poule. C'est une poule dans laquelle il y a le Cameroun. Et donc, ça dit beaucoup de choses. Le Sénégal tient bien. Le Sénégal, avec son premier match, prouve que quelque part, les jeunes ont encore quelque chose à prouver. Mais l'Égypte, jusqu'à présent, je me demande si l'Égypte ne finira pas trouver la clé pour vraiment aller très loin dans cette compétition. Donc pour moi, c'est une CAN qui montre la maturité du football africain, qui montre qu'il y a un travail qui se fait dans les pays qui vraiment prennent le football au sérieux, puisque au-delà du jeu, le football a été tout le temps un enjeu diplomatique, politique et autres. Et je voudrais voir un jour le Bénin, comme le président Patrice l'a bien souhaité, parce que pour moi c'est un souhait. Je souhaite bien aussi voir mon pays, le Bénin, à la prochaine CAN et les autres CAN, pour que ça ne soit pas un accident pour nous, parce que pour moi jusqu'à présent j'ai l'impression que toutes nos participations à la CAN sont des fruits d'un accident de parcours. Il faudrait que nous travaillions réellement à ce que nous participions à la CAN comme les autres qui sont réguliers, les autres pays qui sont réguliers tels que le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et autres. Marcel Candide-Rinvy, le Bénin à la prochaine CAN, un vœu cher à tout le monde. On a vu le président de la République se prononcer sur la question. Oui, vous savez, c'est avec une grande désolation depuis la CAN 2019, où le Bénin était vraiment dans le grand cercle au niveau des quarts de finale et face aux Marocains. Et depuis lors, on a quand même fait 2 CAN sans le Bénin. Et en tant que patriote, en tant que béninois, c'est notre vœu cher. On veut aussi rester dans nos fauteuils, sur nos guépards, jouer comme d'autres pays de la sous-région, mais malheureusement, nous ne sommes pas. Et puis le président de la République a souhaité que pour la prochaine CAN, ça soit vraiment une réalité. Et avant cela, nous voulons vraiment que le travail soit battu au niveau des différents clubs, au niveau de la sélection nationale. Il faudrait que l'encadrement technique soit vraiment au top niveau pour quand même préparer la CAN, parce que là, ce n'est pas une compétition où il faut quand même aller pour faire une aventure. Il faut quand même se préparer en conséquence. Nous avons le temps de manquer de CAN, donc on prend le temps de revenir en force. Donc nous voulons vraiment que les guépards reviennent en force pour la CAN prochaine, pour que aussi, en tant que Béninois, nous soyons fiers du soutien des guépards et aller au-delà. Et comme on dit, Bénin, petit pays, oui, mais on peut aller aussi en finale, pourquoi pas, un jour. Marcel Zomenou, quel est le remède de cheval à appliquer? Bon, et malheureusement, mon ami a dit qu'il faut se préparer. Moi, je vois rien. Je vois rien. Et les gens répètent les mêmes erreurs qu'ils avaient fait par le passé. La seule réforme qu'ils ont fait, c'est la réforme du nom. Et il faut passer de curé parce que le curé, ce n'est pas un animal fort, pour aller à guépard. Guépard est plus fort. Et au finish, on a eu guépard et les échecs se sont multipliés. Alors, si vous observez très bien tous les pays qui ont réussi, c'est 2 choses, le travail, la formation. Ils vont aller chercher des jeunes talents qu'ils forment et qu'ils suivent dans la durée pour avoir des choses. Mais nous ne sommes pas dans ça ici. Et quand on veut chercher les joueurs en équipe nationale, on va en France, on pioche, on va voir un binational qui a été formé dans un centre de formation en France. Et on pioche à droite et à gauche. On ne peut pas faire de grandes choses en fonctionnant comme ça. Ça fait longtemps que les spécialistes leur disent changer de méthode. Le Sénégal a commencé par atteindre l'élite en ayant des centres de formation. Tous les pays, la Guinée, le Mali, ont pris par là. Mais les Béninois ont refusé. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je ne serais pas surpris qu'en 2027, qu'on ne soit pas à la Coupe d'Afrique. Je vais même applaudir ça pour qu'on puisse avoir le temps. On va prier quand même. Non, il n'y a pas de fierté. Il n'y a pas de fierté à avoir. Il n'y a pas de fierté à avoir de souhaiter qu'on doit être à la CAN juste parce qu'il faut participer. Le travail, il faut faire un travail pour avoir des équipes qui peuvent aujourd'hui battre le Cameroun, battre le Sénégal, battre Vous aviez évoqué le patriotisme des Sénégalais, on va être patriote aussi, on va croire. Non, ce n'est pas parce qu'on doit être patriote qu'il faut encourager les gens à multiplier les mêmes erreurs depuis 20 ans. Par rapport à la CAN qui se joue actuellement, qui voyez-vous en finale, Edouard Adodé? Sincèrement, je suis embarrassé, mais au regard des jeux produits pour les 2 premières journées, je compte un peu sur le Sénégal, puisque il y a un fond de jeu que j'apprécie beaucoup au niveau du Sénégal, mais je ne serais pas surpris de voir la Namibie aussi aller très loin dans la compétition.
Marcel Candide, Renvi? Vous savez, on l'avait dit à l'entame, mais c'est plus une compétition qu'il faut jouer en amont. Il faut quand même que sur les deux jeux, on puisse vraiment jouer le niveau. Et le Sénégal, pays champion et tout, mais bref, il y a encore des jeux, il y a encore d'autres compétitions. Il y a les quarts de finale, il y a demi-finale. Donc, on ne peut pas quand même de go dire que des pays forts comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun sont quand même d'office champions pour aller en finale. On a encore du temps. Nous voulons que le meilleur gagne. Et quand la compétition est vraiment dans les jambes, on verra vraiment quel pays de l'Afrique pourra quand même être champion et sacré pour cette CAN 2024. Et je finis avec vous, Marcel Zoumenou. Bon, je ne pourrais pas dire de non parce que pour moi, il a encore beaucoup de surprises à venir. Et donc, il me serait trop imprudent de donner des noms de pays qui pourraient être dans le carré d'as pour le moment. Et ce sera tout pour Club Média 7 de ce dimanche. Je le rappelle, j'ai reçu Marcel Candide Renvi, journaliste et analyste politique. Merci. Merci à vous, les naïcs. J'espère que vous serez fréquent au club. Oui, avec plaisir. Edouard Adodé qui a fait le déplacement depuis Parakou, journaliste et analyste politique également. Merci. Merci, les naïcs. Marcel Zoumenou, journaliste, analyste politique aussi. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation de cette émission. Merci à vous aussi, chers amis téléspectateurs. Bonsoir chez vous.